Imaginez un sous-marin géant de 122 mètres de longueur surgissant des profondeurs océaniques à quelques kilomètres des côtes américaines, déployant une catapulte à vapeur sur son pont et lançant 3 bombardiers équipés de torpèdes de 850 kg vers les gratte-ciel de Manhattan. Cette vision cauchemardesque, qui semblait sortir d'un roman de science-fiction, constituait pourtant un projet militaire parfaitement réel et opérationnel, développé par la marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Le concept révolutionnaire d'un porte-avions submersible capable de frapper le cœur même des États-Unis représentait l'une des innovations les plus audacieuses et terrifiantes jamais conçues dans l'histoire de la guerre navale. Immédiatement après l'attaque dévastatrice sur Pearl Harbor, qui avait plongé l'Amérique dans la guerre, l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée japonaise, formula une proposition révolutionnaire qui stupéfia même les officiers les plus expérimentés de l'état-major naval. Yamamoto envisageait la création de sous-marins porte-avions spécialement conçus pour mener des frappes aériennes directes contre des cibles stratégiques situées sur le territoire continental américain. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette idée apparemment fantaisiste reposait sur des fondations techniques solides et une expérience opérationnelle déjà établie, car le Japon possédait depuis plusieurs années des submersibles équipés d'avions embarqués qui avaient prouvé leur viabilité dans diverses missions de reconnaissance. Dès l'année 1929, la marine japonaise avait mis en service le I-5, un sous-marin révolutionnaire capable de transporter en position immergée un biplan de reconnaissance Yokocho I-6Y qui se lançait depuis une catapulte installée sur le pont et remontait à bord grâce à une grue hydraulique. En 1935, apparaissait le I-6 équipé d'un hydravion plus perfectionné, le Watanabe U-9W, qui offrait de meilleures performances de vol et une autonomie supérieure. Entre 1937 et 1938, la production franchissait une étape significative avec la mini-série Junsen SH, comprenant 2 sous-marins, le I-7 et le I-8, embarquant chacun un avion de reconnaissance U-9W1 modernisé. La véritable révolution industrielle survenait entre 1938 et 1942 avec l'apparition de 20 submersibles de la série type B1, chacun transportant un hydravion Yokosuka E-14Y1 Glenn, capable non seulement d'effectuer des missions de reconnaissance, mais également de porter un armement léger pour des attaques opportunistes. C'est précisément depuis un sous-marin de ce type, le I-25, que le pilote japonais Nobuo Fujita accomplissait en septembre 1942 l'unique raid aérien jamais effectué contre la partie continentale des États-Unis pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Fujita larguait des bombes incendiaires de 276 kg sur une forêt de l'Oregon dans l'espoir de déclencher un incendie forestier catastrophique qui aurait semé la panique et mobilisé d'importantes ressources de lutte contre les feux. Bien que l'incendie résultant fût rapidement maîtrisé par 2 pompiers locaux avant qu'il ne se propage dangereusement, cet événement historique connaissait un épilogue surprenant et ironique un demi-siècle plus tard. En 1997, Nobuo Fujita se voyait décerner le titre de citoyen d'honneur de la ville américaine de Brookings, située précisément près de l'endroit où il avait tenté d'incendier la forêt 55 ans auparavant. Cette reconnaissance extraordinaire témoignait du respect sincère et même chaleureux que les Américains éprouvaient pour l'ancien pilote ennemi, tandis que, paradoxalement, les 2 pompiers courageux qui avaient éteint les flammes menaçant leur patrie ne recevaient aucune distinction honorifique comparable. Ainsi, lorsque l'amiral Yamamoto présentait sa proposition ambitieuse en 1942, le Japon disposait déjà d'une flotte impressionnante de 27 submersibles équipés d'avions embarqués qui avaient accumulé une expérience opérationnelle précieuse dans diverses conditions maritimes et météorologiques. Il ne restait plus qu'à augmenter considérablement la taille des hangars pour accueillir plusieurs appareils et à basculer vers des modèles d'avions d'attaque spécialement conçus pour affliger des dommages massifs plutôt que de simples missions de reconnaissance. Le capitaine Kameto Kuroshima, brillant stratège naval, préparait minutieusement un dossier de justification technique et opérationnelle qui démontrait la faisabilité du projet. Le 13 janvier 1942, l'état-major de la flotte recevait une proposition formelle recommandant la construction de 18 sous-marins extraordinaires dotés d'un rayon d'action phénoménal de 37 000 km. Transportant au minimum 2 avions embarqués, capables de larguer 800 kg de bombes ou des torpèdes lourdes sur des objectifs stratégiques ennemis.
La rapidité stupéfiante avec laquelle le projet avançait témoignait de la priorité absolue accordée par le haut commandement japonais à cette arme révolutionnaire. En seulement 2 mois, le 17 mars 1942, les bureaux d'études présentaient un projet général complet et détaillé qui définissait les caractéristiques techniques d'un monstre sous-marin sans précédent dans l'histoire navale mondiale. Les dimensions projetées défiant l'imagination. 122 mètres de longueur totale, 12 mètres de largeur maximale, un déplacement colossal de 6670 tonnes qui faisait de ce submersible le plus grand au monde à cette époque, surpassant largement tous les sous-marins construits par les autres puissances navales. La propulsion combinait 4 moteurs diesel, développant chacun 2250 chevaux, avec 2 moteurs électriques de 2100 chevaux, permettant une vitesse de surface de 34,6 km/h et une vitesse immergée de 12 km/h. Les capacités opérationnelles de ce Léviathan des mers dépassaient tout ce qui avait été imaginé auparavant dans la guerre sous-marine. L'autonomie en surface atteignait le chiffre stupéfiant de 69 450 km, à une vitesse de croisière économique de 26 km/h, permettant, théoriquement, de faire presque 2 fois le tour de la Terre sans ravitaillement en carburant. En plongée, le rayon d'action se réduisait naturellement à 111 km, à une vitesse réduite de 5,5 km/h, suffisant néanmoins pour s'éloigner d'une zone dangereuse ou approcher furtivement une cible stratégique. La profondeur maximale de plongée atteignait 100 mètres, une limite relativement modeste pour l'époque, mais suffisante pour échapper aux charges de profondeur des destroyers de surface dans la plupart des situations de combat. L'équipage massif comprenait, selon les sources, entre 144 et 157 marins et officiers, créant une véritable petite ville flottante, capable de maintenir une autonomie opérationnelle d'environ 4 mois en mer, sans toucher terre, ni recevoir de ravitaillement extérieur. Les concepteurs japonais n'hésitaient pas à intégrer des technologies étrangères avancées pour optimiser les performances de leurs créations révolutionnaires. Les périscopes diurnes et nocturnes provenaient directement d'Allemagne et offraient une qualité optique supérieure aux modèles japonais disponibles à cette époque. Le revêtement absorbant les sons, appliqué sur la coque extérieure, constituait également une adaptation d'un analogue allemand destiné à réduire la signature acoustique du submersible face aux sonars ennemis de plus en plus perfectionnés. En 1945, le I-401 recevait même l'installation d'un Schnorchel de conception allemande permettant au moteur diesel de fonctionner en position périscopique sans faire surface complètement, augmentant considérablement la discrétion tactique du bâtiment lors des approches vers les zones hostiles. L'armement embarqué transformait ce porte-avions submersible en une véritable forteresse offensive polyvalente. 8 tubes lance-torpilles de 533 mm équipaient la proue du submersible, tous orientés vers l'avant pour maximiser la puissance de feu lors des attaques frontales contre les navires ennemis. Aucun tube arrière n'était installé, un choix délibéré pour économiser de l'espace précieux et du poids structurel. La réserve de munitions comprenait 20 torpèdes type 95 stockés dans des râteliers spéciaux le long de la coque intérieure. Un canon de 140 mm type 11 trônait sur le pont pour les engagements de surface contre des cibles non blindées ou pour achever des navires marchands endommagés. La défense antiaérienne mobilisait un arsenal impressionnant, avec 3 affûts triples de 25 mm type 96 complétés par un affût simple supplémentaire, totalisant 10 canons antiaériens destinés à repousser les attaques aériennes pendant les opérations de lancement des avions embarqués. Mais l'élément le plus extraordinaire demeurait évidemment le hangar cylindrique pressurisé intégré dans la structure avant du submersible. Ce compartiment étanche de 3,5 mètres de diamètre pouvait accueillir 3 hydravions Aichi M6A1 Serran en configuration opérationnelle, plus un 4e appareil maintenu en réserve sous forme semi-démontée pour pallier les pertes éventuelles. 2 radars équipaient également le bâtiment, conférant au porte-avions submersible des capacités de détection électronique qui le plaçaient parmi les sous-marins les plus sophistiqués technologiquement de toute la guerre. Cependant, les inspecteurs américains qui examinèrent minutieusement ces submersibles après la capitulation japonaise notaient des conditions de vie particulièrement spartiates pour l'équipage, jugées inconfortables même selon les standards nippons réputés pour leur austérité.
L'absence totale de réfrigérateurs et de systèmes de climatisation dans les compartiments habitables constituait un sacrifice délibéré des concepteurs qui avaient privilégié les systèmes d'armes au détriment du confort humain. Le bombardier biplace Aichi M6A1, portant le nom de code allié Serran, représentait une merveille d'ingénierie aéronautique spécialement développée pour le projet des porte-avions submersibles et n'ayant aucune autre application militaire. Les ailes et l'empennage se repliaient ingénieusement pour permettre à l'appareil de s'insérer dans le hangar cylindrique exigu, une prouesse technique remarquable compte tenu des contraintes dimensionnelles extrêmes. L'avion pouvait emporter une torpède de 850 kg ou une charge de bombe conventionnelle équivalente pour frapper des installations portuaires, des navires au mouillage ou des infrastructures côtières stratégiques. L'arsenal de munitions aériennes stocké à bord du submersible comprenait 4 torpèdes aériennes, 3 bombes de 800 kg et 12 bombes de 250 kg, offrant une flexibilité tactique appréciable selon la nature des objectifs assignés à la mission. Pour sa défense personnelle face aux chasseurs ennemis, le Serran ne disposait que d'une unique mitrailleuse de 13 mm type 2 montée en position arrière et servie par le mitrailleur observateur. Un armement défensif pathétiquement insuffisant face aux redoutables chasseurs américains Hellcat ou Corsair. Les performances de vol atteignaient une autonomie de 1188 km, une vitesse maximale de 474 km/h et une vitesse de croisière économique de 296 km/h. La procédure de lancement des avions depuis le pont du submersible constituait un ballet chorégraphié complexe, nécessitant une coordination parfaite et des conditions météorologiques favorables. Le processus commençait pendant que l'avion se trouvait encore dans le hangar, par un démarrage à froid, durant lequel de l'huile chauffée et de l'eau bouillante circulaient à travers le moteur pour le porter à sa température opérationnelle optimale. Une équipe de 4 techniciens spécialisés extrayait ensuite l'appareil du hangar sur des rails de roulement et le positionnait sur le pont arrière. Les mécaniciens déployaient méthodiquement les ailes repliées, redressaient l'empennage articulé, fixaient solidement les flotteurs latéraux et accrochaient les bombes ou la torpède sous le fuselage. Selon les normes officielles, cette séquence complexe nécessitait environ 15 minutes par avion. Mais dans des conditions idéales, avec un équipage parfaitement entraîné et une mer calme, le temps se réduisait à 7 minutes spectaculaires. La catapulte à vapeur de 26 mètres de longueur accélérait brutalement l'hydravion jusqu'à une vitesse de 27 mètres par seconde, permettant un décollage sûr, même avec une charge militaire maximale. Le lancement complet de 3 avions équipés de flotteurs prenait approximativement 30 à 45 minutes, tandis que sans flotteurs, pour une mission suicide kamikaze, le temps se comprimait à 14 ou 15 minutes seulement. Le 18 janvier 1943 marquait le commencement effectif de la construction lorsque le chantier naval de Kouré posait solennellement la quille du premier submersible I-400, inaugurant un programme de construction ambitieux qui devait révolutionner la guerre navale du Pacifique. L'enthousiasme initial se traduisait par un démarrage production spectaculaire, mobilisant simultanément plusieurs chantiers navals majeurs à travers l'archipel japonais. Le chantier de Sasebo commençait rapidement la construction du I-401, tandis que Kouré lançait également les travaux sur le I-402. Les installations navales d'Osaka recevaient les commandes pour les I-403, 404 et 405, créant une dynamique industrielle impressionnante qui laissait présager une flotte substantielle de porte-avions submersibles dans un délai relativement court. Cependant, cette effervescence productive connaissait un arrêt brutal et inattendu quelques mois seulement après son lancement prometteur. Le 18 avril 1943, l'amiral Isoroku Yamamoto, visionnaire et ardent promoteur du concept de porte-avions submersible, trouvait la mort dans des circonstances tragiques lorsque son avion de transport était intercepté et abattu par des chasseurs américains Lockheed P-38 Lightning au-dessus de Bougainville dans les îles Salomon. Les services de renseignement américains avaient déchiffré les codes japonais et connaissaient précisément son itinéraire de vol, transformant ce qui devait être une inspection de routine en une opération d'assassinat ciblé parfaitement exécutée. La disparition brutale du principal partisan de ces submersibles révolutionnaires provoquait immédiatement une remise en question fondamentale du programme au sein de l'état-major naval japonais.
Dès le même mois d'avril 1943, les planificateurs militaires réduisaient drastiquement les objectifs de production initiaux de 18 unités à seulement 9 sous-marins, invoquant des contraintes matérielles croissantes et des priorités stratégiques divergentes. Mais les coupes budgétaires ne s'arrêtaient pas là et continuaient leur progression inexorable. Quelques semaines plus tard, le quota descendait encore à 5 submersibles avant de s'effondrer finalement au chiffre dérisoire de 3 exemplaires seulement, soit un sixième du programme ambitieux imaginé initialement par Yamamoto et ses collaborateurs enthousiastes. Cette réduction catastrophique témoignait éloquemment du scepticisme profond du commandement naval japonais qui, contrairement au défunt amiral visionnaire, ne percevait aucune nécessité opérationnelle particulière justifiant ces machines coûteuses et complexes à une époque où les ressources industrielles du Japon s'amenuisaient dangereusement face à la pression alliée croissante. Les 3 submersibles finalement achevés entraient en service avec une lenteur déconcertante qui confirmait le manque d'urgence accordé à leur déploiement opérationnel. Le I-400 rejoignait officiellement la flotte le 30 décembre 1944, soit presque 2 années complètes après le début de sa construction. Le I-401 suivait à peine une semaine plus tard, le 8 janvier 1945, tandis que le I-402 n'entrait en service que le 24 juillet 1945, littéralement 3 semaines avant la capitulation finale du Japon qui mettait fin à toutes les ambitions militaires nippones. La production totale des avions Aichi M6A1 Seiran, spécialement conçus pour ces porte-avions submersibles, atteignait le nombre modeste de 28 exemplaires, reflétant fidèlement l'échelle réduite du programme naval auquel ils étaient destinés. Les plans d'attaque initiaux, élaborés par les stratèges japonais, visaient des objectifs spectaculaires qui auraient frappé l'imagination populaire américaine et scené une panique généralisée sur la côte ouest des États-Unis. Les grandes métropoles côtières comme New York, San Francisco ou Los Angeles figuraient en tête des cibles potentielles, offrant une densité de population civile et d'infrastructures stratégiques qui promettaient des dégâts matériels considérables et un impact psychologique dévastateur. L'autonomie de vol des Seiran atteignant 1188 km selon les conditions météorologiques et la charge militaire embarquée, les submersibles pouvaient théoriquement s'approcher suffisamment des côtes américaines pour lancer leurs avions avec une marge de sécurité raisonnable. Les villes portuaires situées directement sur le littoral présentaient l'avantage tactique de nécessiter une pénétration minimale dans l'espace aérien continental, réduisant le temps d'exposition aux défenses ennemies et augmentant les chances de succès de la mission suicide. Cependant, l'analyse opérationnelle détaillée révélait rapidement des failles majeures dans ce scénario optimiste qui compromettait gravement les probabilités de réussite. Le cas de New York illustrait parfaitement ces problèmes tactiques insurmontables. La métropole abritait la base aérienne de LaGuardia, où stationnaient en permanence des escadrilles de chasseurs intercepteurs, prêts à décoller en quelques minutes face à toute menace aérienne détectée par le réseau de surveillance radar désormais dense le long de la côte atlantique. Les bombardiers japonais, équipés d'une unique mitrailleuse défensive de 13 mm, ne possédaient absolument aucune chance réaliste d'échapper aux redoutables chasseurs américains P-47 Thunderbolt ou P-51 Mustang, s'ils parvenaient même à atteindre leur objectif sans être interceptés durant l'approche. Le danger le plus insidieux résidait dans la possibilité qu'un chasseur ennemi particulièrement astucieux se dissimule discrètement dans les angles morts des avions japonais en retraite et suive leur trajectoire de retour jusqu'au submersible en attente, guidant ensuite des forces navales de surface vers la position vulnérable des porte-avions immergés. Les bombardiers Seiran ne pouvaient infliger des dommages véritablement significatifs qu'en cas d'application massive et répétée, concentrant plusieurs dizaines d'appareils sur un objectif unique pendant une période prolongée, à l'instar des raids dévastateurs de 1000 bombardiers que les Alliés lançaient régulièrement contre les villes allemandes et japonaises. Or, avec seulement 2 porte-avions submersibles opérationnels transportant 3 avions chacun, la marine japonaise disposait au maximum de 6 appareils pour une frappe unique, un nombre pathétiquement insuffisant pour causer autre chose que des dégâts symboliques et localisés, même contre une cible non défendue. Cette réalité arithmétique implacable obligeait les planificateurs militaires à rechercher des objectifs beaucoup plus modestes et vulnérables qui offraient une valeur stratégique réelle malgré l'échelle réduite des moyens disponibles. En juin 1945,
l'état-major naval japonais élaborait un nouveau plan baptisé Arashi, signifiant « tempête de montagne », dont le nom énigmatique ne révélait aucun lien évident avec les opérations sous-marines envisagées. Cette opération visait le mouillage stratégique de l'atoll d'Ulithi dans le Pacifique occidental, transformé par les Américains en une base avancée majeure pour leurs porte-avions rapides qui ravageaient systématiquement les défenses japonaises. Les I-13 et I-14 recevaient la mission préliminaire cruciale de transporter vers l'île de Truk des hydravions de reconnaissance Nakajima C6N2 MIRT, destinés à photographier minutieusement les installations américaines d'Ulithi et identifier les cibles prioritaires pour le raid principal. Le 11 juillet 1945, le I-13 appareillait du Japon en direction de Truk, porteur de 2 précieux avions de reconnaissance. Malheureusement, cette mission tournait au désastre 3 jours plus tard, lorsque le 14 juillet, l'aviation américaine détectait le submersible en surface et coordonnait immédiatement une attaque combinée avec des destroyers de patrouille. Pris sous un déluge de bombes aériennes et de charges de profondeur, le I-13 coulait corps et biens avec tout son équipage et ses 2 avions, privant l'opération d'une partie vitale de ses capacités de renseignement. Heureusement, le I-14 parvenait à éviter ce sort funeste et atteignait Truk le 4 août, livrant avec succès ses 2 hydravions C6N2 aux équipes de reconnaissance basées sur l'île. Le 23 juillet 1945, les géants I-400 et I-401 quittaient solennellement leur mouillage japonais pour entreprendre leur unique mission de guerre opérationnelle. À leur bord, les pilotes kamikazes sélectionnés pour cette attaque suicide contre les porte-avions américains au mouillage d'Ulithi effectuaient leur dernière prière et rédigeaient leur lettre d'adieu aux familles qu'ils ne reverraient jamais. Les submersibles progressaient lentement vers leur zone d'opération lorsque survint l'événement qui rendit instantanément caduque toute cette préparation minutieuse. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito diffusait à la radio son allocution historique, annonçant l'acceptation japonaise des termes de la capitulation inconditionnelle exigée par les Alliés, mettant brutalement fin à toutes les hostilités. Le 27 août, le premier 400 faisait surface et hissait le pavillon blanc de reddition face aux navires américains qui l'encerclaient prudemment. 2 jours plus tard, le 29 août, le premier 401 suivait le même chemin humiliant vers la captivité. Avant de se rendre aux forces d'occupation, les équipages désespérés procédaient méthodiquement à la destruction complète de tous les hydravions Ceran embarqués, les sabordant dans les profondeurs océaniques pour empêcher que cette technologie révolutionnaire ne tombe intacte entre les mains ennemies. Les Américains conduisaient les 2 porte-avions submersibles capturés jusqu'à la base navale de Yokosuka pour une inspection préliminaire, mais décidaient rapidement de ne pas autoriser les observateurs soviétiques à examiner ces merveilles technologiques qui auraient pu inspirer des développements similaires en Union soviétique. Le 15 septembre 1945, les 2 submersibles géants appareillaient vers Hawaï, toujours pilotés paradoxalement par leurs équipages japonais sous surveillance armée américaine. Durant plusieurs mois, des équipes d'ingénieurs et de techniciens navals disséquaient minutieusement chaque système, documentant photographiquement et par des plans détaillés cette conception sous-marine unique. Une fois l'examen exhaustif terminé, les Américains ne voyaient aucune utilité à conserver ces trophées encombrants. Le 4 juin 1946, des torpilles américaines envoyaient le I-400 par le fond, suivi le 31 mai par le I-401 qui rejoignait son jumeau dans les abysses pacifiques. Le destin du I-402 s'avérait encore plus ironique et tragique. Dès sa construction, ce submersible était reconverti en pétrolier sous-marin, transportant 3000 tonnes de carburant au lieu d'avions de combat. Il entrait en service le 24 juillet 1945 à la base de Kure, exactement 3 semaines avant la capitulation, mais subissait le jour même des dommages lors d'un raid aérien américain. Le 11 août, de nouvelles attaques l'endommageaient davantage, le laissant non opérationnel jusqu'à sa capture en septembre. Les Américains le coulaient finalement le 1er avril 1946, près de l'île de Goto, dans la préfecture de Nagasaki. Il convient de mentionner une opération terrifiante, planifiée pour le 22 septembre 1945, portant le nom poétique de « Fleurs de cerisier la nuit ». Ce plan démoniaque prévoyait de larguer sur San Diego des conteneurs remplis de puces infectées par la peste bubonique,
transformant une arme biologique en instrument de terreur massive contre la population civile américaine. Heureusement, la capitulation survenue un mois auparavant empêchait cette atrocité d'être perpétrée. Pendant des décennies, ces submersibles extraordinaires demeuraient uniquement dans les souvenirs des vétérans survivants. Puis, en 2005, des explorateurs sous-marins localisaient l'épave du I-401 gisant sur le fond océanique. En 2013, le I-400 était découvert à son tour. Les deux coques présentaient des dommages structurels considérables infligés par les torpillages et la corrosion marine. Aujourd'hui, un unique hydravion Aichi M6A1 Seiran subsiste dans une collection muséale. Témoignage solitaire d'une arme révolutionnaire qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants sur les armes extraordinaires de la guerre. Claude is AI and can make mistakes. Please double-check responses. El ejército rojo se apoderaba de los números 4 y 6. El destino de los números 3 y 1 permanecía misterioso. Si esta historia les ha cautivado, no duden en dar like, compartir sus reflexiones en los comentarios y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio futuro.